Alors à l'origine d'Apocalypse Now, il y a un roman de Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres et qui est publié en 1899 et qui raconte sensiblement la même histoire, si ce n'est que ça se passe sur le fleuve Congo et que c'est un homme qui lui aussi a perdu un peu les pieds et un autre qui part à sa recherche en remontant le fleuve Congo. C'est un livre qui est culte, hein, qui est vraiment très souvent étudié et qui évidemment a fait l'objet de nombreux projets d'adaptation et notamment Orson Welles pour son premier film qui dès 1938 projette de l'adapter, mais lorsqu'il commence à réellement travailler sur le sujet, à faire des maquettes pour le décor, etc., la production ne le suit pas en disant que ça va coûter beaucoup trop cher et que c'est pas faisable. Donc il abandonne le projet et il fera à la place Citizen Kane qui aura la fortune qu'on connaît. À la fin des années 60, John Milius, qui est un scénariste qui fait partie de cette bande de californienne dans laquelle on va retrouver toute la jeune horde qui formera le fameux nouvel Hollywood après, fait un script qui s'appelle Apocalypse Now, qui est une adaptation d'Au cœur des ténèbres. Le titre, il y a eu plusieurs projets de titres, mais ce titre-là est une réponse au mouvement hippie et au badge qu'ils arborent avec marqué Nirvana Now. Donc lui, c'est une forme de provocation pour répondre à ce mouvement-là. Au départ, il en parle avec Francis Ford Coppola, qui a monté sa boîte de production qui s'appelle American Zoetrope et qui projette donc de le produire et de confier la réalisation à George Lucas. Et au départ, ils ont un projet assez dingue. Il s'agit de faire un petit film en 16 mm, filmé en noir et blanc, d'aller directement au Vietnam sur le théâtre des opérations, de le filmer pendant la guerre pour avoir un film extrêmement authentique sur le modèle un petit peu de la bataille d'Alger, etc. Évidemment, c'est totalement infaisable. Ils mettent le projet en sommeil et entre-temps, en fait, tous vont avoir une destinée qui va vraiment leur mettre le pied à l'étrier dans l'industrie hollywoodienne. John Milius va faire les scénarios de Jeremiah Johnson, de l'inspecteur Harry. George Lucas, de son côté, réalise American Graffiti qui lui donne de grands moyens et il se lance dans une nouvelle aventure qui s'appelle Star Wars. Donc en 1976, il est en train de préparer Star Wars. Donc Coppola est toujours intéressé par le film et il se dit que finalement il va le réaliser lui-même. D'autant qu'il a toujours cette idée de faire des grands films qui rapportent beaucoup d'argent de manière à ensuite pouvoir financer ses films d'auteur. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui puisqu'il a réalisé Le Parrain 1 et 2 qui ont été des succès phénoménaux. Il est bardé d'Oscars, il peut faire absolument ce qu'il veut et il l'a notamment fait avec Conversation secrète, hein, qui lui a obtenu d'ailleurs la Palme d'Or. Donc c'est quelqu'un qui à ce moment-là est en pleine possession de ses moyens, peut faire exactement ce qu'il veut et qui décide donc de se lancer dans cette aventure. Donc pour le casting, il va aller chercher un petit peu partout. Il a des refus. Ça va assez loin avec Steve McQueen, mais Steve McQueen craint un peu, en raison de santé, un tournage dans la jungle. Il renonce. Il va avoir aussi des désistements de Redford, de Al Pacino, de Nicholson, enfin toute la crème de l'époque. Et il décide finalement de choisir Harvey Keitel. Et il appelle aussi Marlon Brando. Donc il faut savoir que Marlon Brando, c'est vraiment lui qui a relancé sa carrière. Hein. Marlon Brando, c'est vraiment une star dans les années 50 et 60, mais ça commence à être en sérieux déclin. Et grâce au Parrain, les studios ne voulaient absolument pas de Marlon Brando. Il relance totalement sa carrière, ça lui vaudra un Oscar supplémentaire. Et donc Marlon Brando accepte de tourner pour 3 semaines uniquement et pour 3 millions de dollars avec $1 million d'avance. Et il s'engage à maigrir un petit peu avant d'arriver sur le tournage. L'autre acteur qu'il va recruter, c'est Dennis Hopper, celui qui joue le rôle du photographe, qui va être totalement ingérable pendant le tournage, qui est drogué jusqu'aux yeux, et d'ailleurs ça se voit, hein, toutes les scènes, il joue pas réellement en fait, hein, il est vraiment comme ça pendant tout le tournage. Et aussi le jeune homme qui joue Clean, Laurence Fishburne, qui est bien connu, il a joué notamment dans la saga Matrix, qui ment sur son âge, qui a 14 ans et qui prétend en avoir 17 et il ne leur apprend que quand il est en tournage aux Philippines, qu'en réalité il est aussi jeune que ça. Voilà, donc toute la troupe va partir pour un tournage qui va se révéler être complètement chaotique et dantesque. Le projet au départ, c'est d'avoir environ 7 semaines de tournage pour un budget d'à peu près 12 à 14 millions de dollars. Le tournage va durer 16 mois
et le budget va être plus que doublé. Coppola va se mettre en faillite personnelle. C'est lui-même qui produit. Alors il est aidé pour la distribution, on lui fait pas mal d'avance, mais il met son propre argent de manière à avoir le contrôle total de son œuvre. C'est ce qui va faire qu'on a cette œuvre aujourd'hui, mais c'est ce qui va faire aussi que le tournage va être aussi dispendieux et complètement chaotique. Ils ont droit à toutes les catastrophes possibles. Déjà, au bout de 2 semaines de tournage avec Harvey Keitel, il se rend compte que ça va pas. Donc, il vire Harvey Keitel et il va chercher Martin Sheen, qui donc joue le rôle de Willard. Donc, ils ont déjà 2 semaines de tournage à mettre à la poubelle. Et le choix est très intéressant parce qu'en fait, pour lui, Keitel a une présence trop forte. Et il veut un personnage qui soit en retrait, un personnage de témoin passif. Et c'est exactement ce que propose la performance de Martin Sheen. Ils ont droit, donc ils font au départ appel à l'armée américaine pour avoir du matériel. Évidemment, l'armée américaine n'a absolument pas envie de leur mettre à disposition le matériel militaire pour un film qui n'a pas l'air franchement pro-américain. Hein, ils l'avaient fait auparavant avec les Bérets Verts et John Wayne, où là, évidemment, ils avaient un budget illimité pour la propagande hollywoodienne. Et donc, ils se retournent vers les Philippines. Parce qu'en fait, l'avantage des Philippines, c'est que les paysages sont similaires à ceux du Vietnam, et qu'en plus, l'armée philippine accepte de leur louer le matériel, qui est du matériel américain qu'eux-mêmes ont acheté. Ce qui fait qu'ils vont bénéficier de notamment toutes les scènes d'hélicoptères, mais dans un contexte là aussi extrêmement chaotique. C'est le commandant Marcos à l'époque qui est au pouvoir, et qui donc leur met à disposition une flotte d'hélicoptères qu'ils repeignent chaque jour aux couleurs américaines. Et en plus, durant le tournage, on voit régulièrement une partie de la flotte s'en aller pour aller bombarder des rebelles qui sont à quelques kilomètres. Voilà. Donc ils doivent gérer un planning qui est totalement intenable. Il y a évidemment de très nombreuses intempéries, un typhon qui est Coppola, qui est complètement extatique en permanence, se dit mais c'est vraiment génial, un typhon, ça va donner des super scènes dans mon film. Et la scène où on les voit sous la pluie lorsqu'ils arrivent avec l'hélicoptère et les bunnies, etc., c'est le début du typhon. Il dit mais ce sont des scènes fantastiques, et en fait il se rend bien compte qu'au bout d'1 jour ou 2, ils peuvent plus tourner, ils sont jusqu'au ventre dans la boue, et ils n'arrivent même plus à voir tellement il y a de pluie. Une très grande partie du décor est complètement détruite à cause de ce typhon. C'est le cas du temple, le temple de course à la fin, qui a été entièrement construit et donc reconstruit. Le fameux pont aussi, qui mesure 230 mètres de long, qui est totalement détruit, qu'il va falloir reconstruire. Donc il y a de nombreuses interruptions dans le tournage. Donc tout ça se fait dans une ambiance à la fois de grande fébrilité, parce qu'il a des idées extraordinaires, et en même temps de panique permanente. Quand il va en tournage, Coppola n'est pas satisfait de la fin de son film. Ce qui fait qu'il ne sait pas comment le film va se terminer. Et que pendant tout le tournage, il ne va pas cesser de réécrire. Vous en aurez plus de détails. Hein. On projette demain à 11h le documentaire Hearts of Darkness, qui a été réalisé par la femme de Coppola, Eleanor Coppola, qui avait pour mission de tourner un documentaire sur le modèle du making-of. Et donc, elle en a fait un film d'1h30 qui revient très en détail sur tout ce qui s'est passé. Et c'est absolument incroyable. C'est au niveau d'intensité du film, tout ce qui s'est passé durant ce tournage. Et donc, il continue à écrire, et on sent évidemment une inquiétude parce qu'il ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il a une méthode d'écriture qui est celle aussi d'une interaction avec les acteurs. Il discute beaucoup avec eux. Et c'est ce qui va se passer notamment avec Martin Sheen. Martin Sheen est un acteur qui a 36 ans, qui fume 3 paquets par jour, qui ne sait pas trop au niveau santé comment il va pouvoir tenir ce tournage, mais qui y va. Et ça se passe plutôt bien, mais Coppola a envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements. Et un matin, il se lève et il dit à sa femme, j'ai fait un rêve, j'ai une séquence que j'ai rêvée, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de la tourner avec Martin. Il s'enferme avec lui dans la chambre d'hôtel, et c'est la scène qu'on voit au début du film, où il brise le miroir. Et en fait, cette scène était au départ une scène de répétition, où on l'entend dans certains des documents qu'on peut voir aujourd'hui, où donc il a énormément bu, il est complètement ivre-mort dans cette scène, et il le met face au miroir, il lui dit regarde comme t'es beau, il essaye de le faire un peu affronter son narcissisme, cette belle image, etc. Et il laisse la caméra tourner. Donc il s'est réellement blessé, il était réellement en sang, et il a fait un signe à Coppola en lui disant de continuer à tourner. Et de la même façon qu'il aime bien filmer quand il y a des typhons, il aime bien filmer aussi quand il y a des accidents.
Et donc, il y a toute cette scène-là qui a vraiment contribué, et le comédien le dit lui-même, hein, à lui faire accéder vraiment à un autre stade. Mais qui en dit long aussi sur les méthodes et sur l'ambiance du tournage, où tout pouvait tout le temps arriver, où Coppola pouvait faire 38 prises de la même scène. Toutes les têtes coupées que vous voyez, en fait, ce sont des gens qui sont enterrés hein, donc dans le sol. Et ils devaient rester des journées entières. Donc, entre les prises, on leur mettait une petite ombrelle pour qu'ils ne soient pas trop sous la chaleur, parce que le temps était absolument abominable. Donc, c'est vraiment des conditions extrêmement éprouvantes. Martin Sheen finit par faire une crise cardiaque. Coppola veut à tout prix le cacher au studio parce que s'ils le savent, ils risquent d'interrompre tout. Donc il le met en convalescence et il le filme de dos avec une doublure en essayant de faire d'autres plans où il n'est pas là. Et finalement, miraculeusement, Martin Sheen, au bout de 3 semaines de convalescence, peut revenir et donc ils reprennent le film. Voilà, c'est comme ça en permanence. Et vous avez évidemment Brando. Donc Brando, quand il apprend que le tournage a pris du retard, il prend un retard considérable, commence par dire qu'il ne va pas venir parce que les délais ne sont pas respectés, alors qu'évidemment il ne fait strictement rien d'autre. Brando, depuis quelques années, il cachetonne gentiment, il fait des petites apparitions, il ne respecte pas ses contrats, mais il prend toujours l'argent. Et alors évidemment Coppola le prend très mal puisqu'il se sentait quand même dans un rapport de confiance avec lui puisqu'ils avaient tourné Le Parrain ensemble. Mais bon, il finit par venir. Et Coppola se rend compte qu'il a largement grossi alors qu'il était censé devenir un homme militaire extrêmement musclé. Et donc il ne sait pas exactement comment faire. Et là, il panique aussi totalement parce que ça ne correspond pas du tout à ce qui avait été écrit. Et donc commence une relation avec Brando où ils discutent. L'équipe de tournage arrive le matin. Hein, je lis en ce moment, j'ai lu le journal d'Eleanor Coppola, donc elle a écrit en parallèle du documentaire, et donc elle raconte ses journées complètement dingues de tournage. L'équipe arrive le matin, elle met tout en place, les éclairages, les rails de la caméra dolly, etc. Et ils attendent, et dans la loge, soit de Brando, soit de Coppola, ils discutent. Et puis au bout de 8 heures, l'équipe dit fin de la journée, elle s'en va et il ne s'est strictement rien passé. Ça se passe comme ça pendant 5 ou 6 jours et Brando discute avec Coppola de son personnage. Coppola se rend compte au bout de 3 jours qu'il n'a jamais lu le bouquin de Conrad alors qu'il lui avait dit qu'il l'avait fait. Et il se rend compte aussi au bout d'un moment que Brando, il a 3 semaines de tournage et que si la première semaine il peut ne rien faire, ça peut aussi être pas mal. Donc il se rend compte qu'il va falloir changer de méthode et c'est son chef opérateur qui lui dit écoute, j'ai installé moi un super éclairage à l'intérieur du temple. On y va, on improvise, on va bien voir ce que ça donne. Et c'est la scène d'apparition de Kurtz, assez extraordinaire, et où justement, par le jeu des fragments, par le jeu de certains aphorismes, eh bien, il va commencer à se passer quelque chose. Il y a énormément d'improvisation dans le texte de Brando. Brando, qui apparaît moins de 10 minutes sur un film qui dure 3h20 et qui, vous l'aurez remarqué, est premier au générique. Hein, premier crédité. C'est ça, être une vraie star. Donc, il se passe quand même quelque chose et Coppola arrive à écrire. La fin initiale, c'était Kurtz et Willard qui, en fait, vont s'allier parce qu'il y a un assaut Viet Cong. Et donc, ils finissent par s'allier. Kurtz meurt au combat et Willard, à la fin, braque les armes vers les Américains censés venir le secourir et ça se finissait comme ça. Et personne n'était satisfait de cette fin qui marchait pas et qui n'allait pas assez loin par rapport au trip que voulait mettre en place Coppola. Et surtout, très clairement, c'est ce qu'on appelle un work in progress. Tout le film s'écrit au fur et à mesure qu'il se tourne. Et plus le tournage devient fou, plus il va falloir que le film atteigne ses paliers de folie. Il y a une osmose entre l'ambiance du tournage et puis l'écriture même des scènes qui est vraiment très particulière dans ce film. Donc, on arrive enfin à la fin du tournage. Et Coppola se retrouve avec 300 km de pellicule à monter. C'est un travail absolument titanesque dans lequel il se noie un petit peu. Le premier bout à bout qu'il fait dure à peu près 5h30 et puis il ne va pas cesser de couper. Pour plusieurs raisons, parce qu'il veut gagner en efficacité, mais aussi principalement parce qu'il commence à avoir une véritable pression, notamment de United Artists qui va distribuer le film, qui au départ était parti sur un film en 3 heures avec entracte, ce qui permettait la scène de la plantation française, et qui finalement lui dit non, on va faire un film de 2h30. Donc là, il doit vraiment sabrer, donc il enlève toute la plantation française et d'autres scènes, notamment celle où il retrouve les bunnies sous la pluie dans l'avion avec le corps, etc.
Et là, il va rentrer vraiment dans une panique totale de ce que va donner le film. La presse, évidemment, s'est emparée de toute cette histoire. Le tournage étant catastrophique, il est attendu au tournant. Et donc, il le projette à Cannes en 1979, en mai 79. La sortie est prévue pour fin août 79, alors que le film n'est pas totalement terminé, notamment au niveau du son. Et pour montrer qu'il a fait quelque chose, pour montrer qu'il a des scènes majeures, voilà. Et donc le film est reçu de manière assez partagée. Il y a ceux qui crient au génie, ceux qui trouvent le film pas convaincant, trop justement, trop baroque, trop spectaculaire, etc. Et le film obtient la Palme d'Or, une co-Palme d'Or avec le tambour de Schönlorf, dans une ambiance très suspicieuse. Françoise Sagan, qui est à l'époque président du jury, estime qu'on l'a forcé à donner cette Palme d'Or, que c'est un coup monté, que Coppola avait imposé de recevoir la Palme d'Or s'il venait le présenter à Cannes. Enfin, il y a eu des tas d'histoires. Et toujours est-il que le film est quand même salué. Et tous les mois qui suivent, il va continuer la post-production. La post-production va durer 2 ans, en fait. Puisque le film a commencé à être tourné en 76 et il sort en 79. Donc il y a 3 ans pour terminer l'œuvre. C'est donc évidemment l'histoire du montage. Il y a des versions à n'en plus finir. Le début, par exemple, la séquence d'ouverture avec le napalm sur les palmiers, est une bande qu'ils ont trouvée dans une poubelle, qu'ils avaient jetée parmi tant de choses. Et puis il y en a un qui a pris, ah tiens. Et puis ils l'ont mis en surimpression de la scène et ça a donné ça. Et il y a des tas d'histoires comme ça sur justement les versions multiples qu'on a pu avoir. La fin, par exemple, aussi, il y a eu plusieurs fins différentes. Alors, dans la première projection, on voyait le temple de Kurtz complètement détruit. Ce qui s'est passé, c'est ils ont été chargés de détruire le camp. C'était un décor artificiel, il fallait qu'ils le détruisent. Et donc Coppola s'est dit, c'est trop dommage, autant filmer ça. Donc ils ont filmé ça, ça leur a mis des jours à installer une dizaine de caméras différentes, à mettre des tas d'artifices et tout. Et ils ont filmé une très belle séquence. Et donc dans la première version, ils mettaient la destruction en générique de fin. Et en fait, il s'est rendu compte que ça pouvait être mal interprété parce qu'il ne voulait pas qu'on pense que Willard, à la fin, ordonne ce bombardement. Et d'ailleurs, dans la version là, c'est beaucoup plus explicite. Il y a pas mal de choses qui sont clarifiées dans la version qu'on voit actuellement. Et donc, finalement, il a enlevé cette dernière bande. Donc, le film est quand même très bien reçu, mais il s'est fait très clairement coiffer au poteau par le grand concurrent qui est The Hunter, c'est-à-dire Voyage au bout de l'enfer, qui est sorti entre-temps, c'est-à-dire en 78, et qui là a raflé tous les Oscars, et c'est le film sur la guerre du Vietnam. Donc, du fait du temps qu'il a mis, il a perdu un petit peu la course de ce point de vue-là, mais uniquement à l'échelle hollywoodienne. Ça reste aujourd'hui 2 très grands films et qui sont très différents et d'un certain point de vue assez complémentaires. Et donc le film a quand même du succès. Il va finir par rentrer dans ses frais, clairement. Et en 2001, donc, il va sortir la version que vous avez vue aujourd'hui, qui est la version Redux, dans laquelle donc il va ajouter 50 minutes qui n'avaient pas pu être montées à l'époque par contraintes notamment, et donc dans lesquelles vous avez 2 morceaux majeurs et beaucoup d'ajouts qui viennent clarifier notamment la plantation française, les retrouvailles avec les bunnies et quelques scènes avec Brando, parce que Brando au départ, quand il est arrivé aussi obèse, Coppola lui a dit on peut faire de lui un hédoniste qui a une fille dans une main, une manque dans l'autre, etc. Et Brando dit non, on va cacher ça. Et il est doublé par un acteur de 2 mètres dans les scènes en ombre chinoise pour donner l'impression que c'est une espèce de colosse, etc. Et alors que dans cette version, vous le voyez, quand il est avec les enfants, qu'il lit le Times, etc., on voit largement plus sa corpulence parce qu'en 2001, il avait encore triplé de volume de toute façon. Marlon Brando. Donc, c'est un film extrêmement complexe et qui doit son succès pour diverses raisons, mais certaines sont assez ambiguës et c'est pour ça que c'est intéressant un peu de revenir dessus. Évidemment, le premier angle d'attaque sur le film, c'est celui du spectacle, du grand spectacle. Toute la première partie du film joue sur quelque chose de baroque, sur quelque chose d'épique. John Milius, dès le départ, a tout prévu de cette scène culte de Wagner et les Valkyries, etc. John Milius dit pour la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais fait une guerre californienne.
Lui, c'est un Californien, il veut une guerre californienne. Donc vous allez avoir les Beach Boys, vous allez avoir le surf, vous allez avoir toute cette culture-là, et cette culture hippie aussi. Et donc il y a quelque chose de profondément ironique, et évidemment une idée sur l'aspect colonisateur des Américains. Coppola dit toujours à son chef opérateur, je te rappelle qu'on ne fait pas un documentaire. Je veux du spectaculaire, parce que partout où les Américains vont, ils transforment toujours ça en gigantesque spectacle. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a du très grand spectacle et on a une réflexion sur ce qu'est le spectacle. Je vous renvoie à la boucherie héroïque et au grand spectacle de la guerre dans Candide. C'est déjà cette idée-là, c'est-à-dire que la guerre, c'est aussi de la parade, c'est aussi quelque chose qu'on montre, de la parade, quelque chose de beau et paradoxalement d'abominable. Et là, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la première partie. On voit d'ailleurs, Francis Ford Coppola est présent lorsqu'il arrive, vous savez, qu'il y a quelqu'un qui dit c'est pour la télévision, faites comme si on n'était pas là, c'est Coppola lui-même. Donc il y a évidemment quelque chose de très réflexif, et c'est un écho au personnage justement de Dennis Hopper qui est bardé d'appareils photo, et qui veulent toujours cette idée du témoignage. Et donc on est dans une guerre qui est une guerre spectaculaire, qui est une guerre dans laquelle on joue sur quelque chose qui est de l'ordre du divertissement et du spectacle. Donc que ce soit une espèce de nouvelle mythologie, cette espèce d'opéra avec Wagner, et puis cette scène qui est extraordinaire et qui s'inspire très clairement de ce que faisait déjà l'armée allemande, et cette fameuse guerre psychologique. Alors les Américains, pour le coup, mettaient plutôt du rock lorsqu'ils bombardaient. Et la bande originale, qui évidemment est très rock au départ, avec les Doors notamment, les Rolling Stones, et donc toute cette idée d'avoir une guerre qui est la guerre des images, et une civilisation qui est fondée entièrement sur l'image. Vous voyez les inscriptions sur le cockpit, les dents sur le tank, etc. Vous avez aussi évidemment les bunnies, et même les femmes, on aimerait qu'elles correspondent exactement à l'image en papier glacé. Donc on est vraiment dans une civilisation complètement obnubilée par cette idée d'une image qui serait belle, qui serait clinquante, etc. Et donc le spectacle fonctionne, et c'est là toute l'ambiguïté du film. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles Apocalypse Now est un film culte est justement son sens du spectacle. Et en même temps, c'est un spectacle qui est d'une très grande ambiguïté et qui évoque la critique même de ce spectacle. Lorsqu'on voit évidemment cette équipe de télé qui dit « faites comme si on n'était pas là », lorsqu'on voit le prêtre qui continue, évidemment toute cette scène extrêmement drôle de surf, on a évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas, et on est vraiment sur le principe de la satire et de l'ironie. Et donc à partir du moment où on quitte le théâtre des opérations, il va y avoir une série de paliers comme ça, de délestage, qui vont conduire le film vers autre chose. Le premier élément, c'est celui de la nature. Le film est clairement scindé en deux parties. Au départ, la nature, elle est vue comme étant alors, d'abord, vous avez le huis clos, complètement angoissant, mais ensuite, la nature, c'est la plage, la mer, le ciel, très vaste, plan d'ensemble, on est vraiment dans le registre épique. Et ensuite, on va transformer toujours ça. On ne voit quasiment plus le ciel à partir du moment où il remonte la rivière. Et tout ce qui était de l'ordre de l'artificiel va devenir naturel. Vous avez des tas d'exemples. Par exemple, toute la puissance de feu américaine, au départ, qui leur permet de tellement gérer les opérations et de le faire avec maestria. Ensuite, vous n'avez plus que des carcasses le long de la rivière, tout le temps. Vous avez les fumigènes au départ, et puis ensuite, vous avez la brume naturelle de la rivière. Vous avez les vagues, et ensuite, vous avez cette eau douce extrêmement inquiétante, et donc des personnages qui ne cessent de s'enfoncer comme ça dans une nature qui va reprendre ses droits vers quelque chose de primitif, jusqu'à évidemment le personnage de Willard qui émerge de la boue et qui a dû se tremper dans la terre, dans cette terre originelle, pour pouvoir accomplir sa mission. Et ce qui est intéressant, c'est que tout justement, on a un trajet qui est très simple. Et dès le départ, ça commence comme un film noir, avec cette voix off, on a une mission, et en réalité, toute la trajectoire est toujours fragmentée, de manière à permettre des détours, à permettre des écarts. Si vous regardez la manière dont on va présenter Kurtz, c'est sous forme de puzzle. On a des extraits audio, on a des coupures de presse, on a quelques photos. La dernière photo qu'on voit souvent, elle est complètement floue. Et on a des fragments, et très clairement, au bout d'un moment, il les jette dans l'eau. Il n'a plus besoin de ça, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est fragmentaire et qui a besoin d'être comblé par ses propres fragments de Willard lui-même. Très clairement, c'est un personnage qui lui ressemble. Il va devoir surtout lui ressembler pour pouvoir l'affronter, d'où le miroir.
faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, que dans le projet initial d'Orson Welles, il voulait que Willard et Kurtz soient joués par le même acteur. Donc, c'est quelque chose qui déjà chez Conrad, ce thème de la dualité est clairement évoqué. Et donc cette fragmentation, elle va ramener évidemment à l'idée de remonter la rivière, c'est remonter aux sources, mais c'est aussi faire un périple en soi-même. C'est pour ça qu'on le voit, la voix off a un rôle majeur. D'ailleurs, Charlie Sheen a vraiment eu une sorte de troisième tournage, puisque durant la longue période de post-production, il venait enregistrer ces sessions, et là aussi on le voit travailler durant de nombreuses heures avec Coppola sur quelle voix avoir, quel texte, quels mots changer, etc. Coppola qui continue à délirer au même titre durant la post-production. À un moment, il envisage de ne faire sortir le film que dans une salle, projeté pendant 10 ans, avec un système de son dédié et un écran géant, et il dit et on irait voir ce film comme on irait voir le Mont Rushmore dans un seul endroit, il veut que ce soit au centre des États-Unis, dans le Kansas. Voilà, des choses complètement dingues. Évidemment, ça s'est pas fait. Mais j'ai oublié de vous parler du son tout à l'heure, mais le son a fait l'objet d'un travail absolument colossal. 9 mois de mixage uniquement pour le film, juste pour la bande sonore, c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu à ce moment-là. Et c'est lui qui invente le système de la spatialisation du son, le fameux 5.1. C'est avec ce film que c'est né. Vous l'avez entendu au départ, ce bruit synthétisé des pales d'hélicoptères qui circulent en fait dans la salle. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément surpris les spectateurs qui n'étaient pas du tout habitués. Et il a fait un travail sur la bande son et sur la musique qui a été colossal. Il a engagé, en fait, la bande originale a été faite par son père, qui est un compositeur, Carmine Coppola, une bande classique. Et cette bande classique a été revisitée ensuite par des musiciens musiciens électroniques qui ont complètement synthétisé cette bande. Et il a aussi demandé à un groupe de percussionnistes de jouer devant le film, pendant tout le film, et d'improviser en fonction des images. Et il a inclus ces passages, surtout vers la fin. Et donc la musique est vraiment extrêmement importante dans le film. Donc le problème aussi de ce trajet, c'est celui de la dualité et puis de la confusion. C'est une guerre où tout est extrêmement confus et dans laquelle on ne parvient pas à avoir un trajet unique. Si vous regardez, la première séquence ne cesse de dire ça. Vous avez une séquence de début de film dans laquelle vous avez la musique qui dit « the end », donc on a un effet de boucle qui est problématique, et si vous revoyez le film, vous vous rendez compte qu'on vous met des images dans cette séquence qui sont des images de la fin. Vous avez les statues du temple, vous avez le visage maculé de boue de Willard, au point qu'on peut se demander, et c'est très confus, si le début n'est pas la fin et qu'il n'est pas revenu de cette mission. Et à chaque fois que je revois le film, je me dis, mais est-ce qu'en réalité, il ne serait pas revenu de la mission ? Et c'est une vraie question. Après, il y a pas mal d'indices. Voilà, il a la coupure. Quand on vient le chercher pour la mission, il est aussi maculé de sang. Donc, a priori, c'est la même séquence. Mais il y a quand même des ambiguïtés. Et cette fin, la fin de la version Redux est plus claire, mais dans la première version, c'était une fin beaucoup plus suspendue. On ne savait pas si Willard allait reprendre le flambeau après Kurtz ou... on savait qui déposait l'arme. Ça, c'était évidemment un geste extrêmement important pour Coppola, mais on ne savait pas exactement si elle allait revenir. D'ailleurs, on lui demande un jour, est-ce que vous allez revenir aux États-Unis ? Il dit non. Il ne reviendra pas réellement de ce voyage. Et donc, tout ce trajet-là est un trajet qui devient évidemment un trajet complexe et qui, en fait, fonctionne aussi comme un voyage dans le temps. Très clairement, le début, c'est le présent, dans lequel vous avez donc ce grand théâtre des opérations, ce grand opéra, ce film, très clairement construit comme un blockbuster. Je vous rappelle d'ailleurs que l'appellation blockbuster, ces films à gros budget censés générer d'immenses profits, vient du vocabulaire militaire. Blockbuster, c'est une bombe qui est capable justement de raser un bloc, un pâté de maison tout entier. Et là, quand on quitte le présent, donc il s'agit évidemment de fustiger l'Amérique colonialiste, impérialiste et puis guerrière, mais en même temps, vous remarquez que les hippies en prennent pour leur grade aussi. La petite coupure de presse sur l'affaire Manson, c'est pas innocent non plus. Vous voyez aussi des gens qui sont complètement perdus. Et ensuite, on remonte par palier dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle l'épisode de la plantation française est si important. C'est-à-dire que la plantation française, c'est un sas. On est dans les années 50 et on voit comment un autre pays a aussi échoué dans sa tentative de colonisation. Et des gens qui sont bloqués dans une époque
qui disent qu'ils sont chez eux, mais en fait ils ne le sont pas, qui disent qu'ils ont tout fait et qui se retrouvent vraiment dans une espèce de bulle et qui sont assez grotesques en réalité. Et vous remarquerez qu'à l'issue de cette scène dans la plantation française, vous avez le personnage d'Aurore Clément qui fait fumer de l'opium et qui met des voiles partout, comme s'il fallait encore couper un peu plus avec le présent pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est les temps primitifs. On le voit clairement, hein, la musique évolue clairement, on a des rythmes tribaux, etc., des cérémonies, et on va remonter aux sources du fleuve, c'est remonter aux sources évidemment du mal. Donc on a un voyage qui est un voyage évidemment intime, puisque la voix off nous met tout le temps du point de vue de Willard, et plus on avance dans les séquences, plus les séquences sont soumises à un point de vue extrêmement précis, et un point de vue très clairement sous acide. Toute la séquence du pont de Dolong, on voit clairement qu'elle est faite sous l'emprise d'acide, d'ailleurs l'un des personnages le dit, et ils en prenaient réellement d'ailleurs un certain nombre de comédiens, dont celui-ci pendant le tournage. Et donc, arriver à terme, c'est arriver un peu aux origines, et pas aux origines du monde, aux origines du mal. Et c'est pour ça que le film décolle et dépasse largement l'idée d'un simple film de guerre. C'est qu'en réalité, il rejoint un autre très grand film, c'est par son idée de faire un film sur un voyage transcendantal et un voyage hypnotique. Et de ce point de vue-là, il rejoint le 2001 de Kubrick. C'est-à-dire que par le travail sur le son, par le travail sur la matière, par la manière dont on va instaurer une forme de lenteur, on va décrocher du récit traditionnel, eh bien on va aboutir à quelque chose qui va complètement transporter le spectateur vers autre chose. Et c'est Kurtz, c'est le monolithe de 2001, si vous voulez. On peut y voir deux facettes d'une espèce de révélation opaque qui dira jamais tout de ce qu'elle a à révéler, mais qui, en même temps, amène ailleurs. Et ça, c'est clairement la grandeur du film, elle se situe là. Donc, qui est Kurtz ? Kurtz, c'est l'ennemi, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est l'ennemi visible. Si vous regardez, pendant tout le film, les ennemis sont totalement invisibles. La confusion, c'est celle, on confond tout. On confond les civils et les soldats, on confond une terroriste et un chiot, on confond, voilà, il n'y a rien. Et les ennemis, vous avez des choses qui arrivent de la forêt, que ce soit des flèches ou des missiles, et on ne sait absolument jamais d'où ça vient. Donc Kurtz, c'est celui qui visuellement va récompenser celui qui cherche les origines du mal. Et évidemment, il n'est qu'un fragment, il apparaît dans l'ombre, il se soustrait à la lumière, il joue avec elle. Et c'est un personnage qui, justement, pour s'être confronté à l'horreur, va essayer de la théoriser. Et c'est là que ça devient intéressant et que ça décolle, et que les échanges en réalité entre Brando et Coppola ont vraiment donné quelque chose d'intéressant. C'est parce que justement, ils ont fait de Kurtz un personnage qui, pour avoir côtoyé l'horreur, a décidé d'en faire une amie. Il le dit, il faut se faire une amie si on ne veut pas être dévoré par l'horreur. Et donc, il est devenu une sorte de théoricien, philosophe, qui pense avoir eu accès à une forme de surhumanité parce que froidement, il a pu théoriser et pratiquer l'horreur. Et c'est ce qui fait de lui un demi-dieu au regard de tous ceux qui le côtoient, et notamment le personnage de Dennis Hopper. Mais ce qu'on apprend assez vite, grâce au personnage de Willard, c'est que c'est quelqu'un qui en réalité ne supporte plus l'humanité, et en réalité la part inhumaine de l'humanité. Et qui ne demande qu'à mourir, mais qui a besoin pour ça de quelqu'un d'aussi sombre que lui, pour pouvoir enfin faire taire sa douleur. Donc la dualité, elle est totalement compréhensible de ce point de vue-là. Willard, clairement, a dû aller au cœur des ténèbres pour pouvoir justement accéder à cette obscurité, pour pouvoir tuer celui qui était devenu l'incarnation des ténèbres. Et Kurtz, de ce point de vue-là, est devenu une espèce d'allégorie, un personnage qui représente la guerre dans son ensemble et qui représente surtout la barbarie qui existe dans l'homme. Et c'est pour ça qu'on dépasse largement l'idée de la guerre du Vietnam, même si on y revient régulièrement, parce qu'il y a quelque chose de militant chez Coppola. Il dit clairement qu'il veut que l'Amérique voie le visage de l'horreur et qu'elle le fasse sien. Il veut vraiment qu'elle soit confrontée à « voilà ce que vous avez fait ». La scène du massacre du bateau avec le chiot, c'est clairement des références aux exactions faites par les Américains. Et il s'agit évidemment de le dénoncer. Mais dans ce final, on accède à quelque chose qui est beaucoup plus ample et ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment, pour terminer, de voir le parallèle. On a un parallèle permanent entre Willard et Kurtz,
Mais il faut évidemment faire un parallèle entre Willard, Kurtz et Coppola lui-même. C'est pas pour rien qu'il est allé dans ce film sans savoir quelle serait la fin. Parce qu'il avait besoin de voir aussi quels étaient ses points communs entre lui et Kurtz. Il s'est retrouvé, il le dit très clairement dans la conférence de presse en 79, il dit voilà, il dit ce n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Il dit on a eu beaucoup d'argent, on a eu accès à plein d'équipements, c'était trop, et peu à peu on est devenu fou. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est quelqu'un qui justement a un ascendant sur son équipe qui est phénoménal, il peut leur faire ce qu'il veut, exactement comme Kurtz avec ses fidèles, et qui va aller extrêmement loin et qui a des phases de doute terribles et d'autres où il est il est pratiquement maniaco-dépressif si vous voulez. Et ça, Eleanor Coppola en parle vraiment beaucoup. Hein. Elle dit il y a des moments où je suis inquiète parce que je le vois, il est trop euphorique. Il se rend pas compte qu'en fait il fait n'importe quoi. Et c'est la seule à lui dire. Et d'ailleurs ça génère de très profondes crises évidemment dans leur couple parce que tous les autres le soutiennent. Et donc Coppola, il a besoin d'aller si loin. Il le dit d'ailleurs dans une interview, il dit qu'en fait, en ces temps de démocratie croissante, le réalisateur est l'une des dernières figures du dictateur. Et effectivement, il se comporte comme un dictateur parce qu'il sait qu'il peut obtenir quelque chose d'extraordinaire. Et il a effectivement obtenu quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il est allé très loin, il s'est brûlé les ailes en grande partie, mais son film a été un succès. Son film est rentré dans ses frais et son film est devenu un film extraordinaire. Mais il faut savoir une chose, c'est que le film suivant qu'il a fait, qui s'appelle Coup de cœur, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu ce film-là, est un film qui en fait a été réellement une apocalypse. C'est-à-dire que là aussi, fort de son succès, il a inventé un concept. Le film devait, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais le film devait coûter 2 millions de dollars, il a fini par en coûter 25. Et il s'est, là pour le coup, totalement ruiné. Totalement. Il a inventé un concept et en plus le résultat final, on voit pas où est l'argent. Hein. Il a recréé toute une ville et il a inventé tout un système de monitoring vidéo totalement novateur à l'époque pour pouvoir faire une mise en scène en temps réel, quelque chose d'extraordinaire du point de vue technique, mais du point de vue du résultat, il a oublié ses spectateurs. Et il est arrivé en fait à ce stade de perdition. Et la suite de la carrière de Coppola, alors il a fait des tas de films, mais la plupart du temps ce sont des films de commande pour essayer de se renflouer un petit peu. Et il n'a jamais plus atteint ce niveau-là. Donc lui aussi, il est allé dans le cœur un peu des ténèbres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un travail qui est extraordinaire, mais un travail qui est aussi, d'une certaine façon, assez effrayant. Voilà, merci de votre attention. Merci. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, pour la dernière projection de l'année, de la saison. Ce sera le mardi 26 juin, Josie Wales hors la loi de Clint Eastwood. À bientôt.